Jamais. OK. So, si vous avez fait des questions sur le titrage. Est-ce qu'on peut faire ça? OK. 3B, là. Oui. On va faire juste toutes 3, OK? Donc, on titre 15 ml d'une solution de HNO3. Donc, on a dit HNO3 à 15 ml avec 0.02 à 0,2 mol par litre. Je devrais juste écrire mol par litre, je vais juste mettre molaire. Avec une solution de coash à 0,01 mol par litre. Donc, coash, on ne sait pas combien, mais on sait que c'est à 0,01 mol par litre. Quel sera le pH au point d'équivalence? Ça, c'est facile. Ça va être quoi le pH quand ça va être neutralisé? 7. Quand c'est neutre. B. Combien de millilitres de base seront nécessaires afin d'atteindre le point d'équivalence? Alors, okay. On sait que j'ai 1 ion de OH- puis 1 ion là, alors on pourra, quand on va faire le titrage, okay, on va utiliser la formule Ca, Va, Cb, Vb. La concentration, quel est l'acide et quelle est la base de ces deux-là? 0,02 pour. Non, quel est l'acide, quelle est la base? HO3 est l'acide. Oui, HNO3 est l'acide. Donc, on met des informations pour l'HNO3 là. Donc, 0,02 mol par litre. Fois B Le volume, égale 15. 0,015 Ça doit être 1 litre. millilitres mol par litre. 1 litre. Concentration ici, 0,01. Et volume de la base qu'on va avoir besoin de mettre pour le neutraliser va correspondre à ce numéro-là. Ça va être 0,30. 0,30. Ce serait 0,03 litres. Ou 30 millilitres. Ça marche? Oui. OK. Alors, c'est toutes les CA, VA, CB, VB. C'est toute la même idée. Ma calculatrice. celle qui est sur le panneau. Non, ma calculatrice. Ouais, parce qu'il y en a un. J'aime pas celle-là. Ah, ok, c'est ça. Cette calculatrice, j'essaie de la perdre, ça fait longtemps, mais personne ne veut la voler. Mais celle que je veux, je la perds souvent. En tout cas, on va utiliser celle-là. Alors, on doit passer maintenant, on va regarder aux courbes de titrage. C'est juste la prochaine section, les courbes de titrage. La chose que je veux que vous fassiez attention, c'est sur l'échelle ici, on a, je vais effacer ça, je vais juste dessiner une courbe. Une courbe comme exemple. Okay, si on regarde aux courbes, on a toujours le pH sur une échelle. Puis l'autre c'est qu'est-ce qu'on ajoute. Puis dans ces trois cas-là, c'est tous des acides. Il y en a un qui va être un acide faible, l'autre qui va être un acide fort, l'autre qui va être un acide, une base forte. C'est tous des acides forts ou bases fortes, peu importe. Alors, ça ici, c'est le montant de base qu'on ajoute. Ça ici, ce serait pour un acide fort, par exemple. Okay. Mais ça, vous allez voir toujours un peu la même idée derrière une courbe de titrage. Si vous étiez pour faire votre titrage, puis à chaque millilitre, calculer le pH, puis le mettre sur un tableau, tu pourrais savoir combien de millilitres, ça va être combien de pH que tu as mis dans ton titrage. Vous auriez un tableau qui ressemble à ça. Alors le pH, lui, c'est 0 ici, on a 7, puis on a à peu près 14.
Alors, bien sûr, si je commence avec un acide, l'acidité est très basse. Et puis, qu'est-ce que vous allez voir? C'est que vous allez voir l'acidité va commencer à monter lentement jusqu'à ce que ça monte à pH. Là, ça va aller vraiment lentement comme ça. La raison que ça monte tellement vite, c'est parce que c'est exponentiel, c'est logarithmique, n'est-ce pas? Parce que ici, c'est 10 à la 7. Alors, 1,0 fois 10 à la moins 7. Aller de 10 à la moins 7 à 10 à la moins 7, 6, c'est juste un facteur de 10. Mais plus loin, le prochain, c'est un facteur de 100, facteur de 1000, facteur de 10 000. Alors, la concentration, le pH augmente très lentement parce que quand tu ajoutes une petite quantité, cette quantité-là, comparée à la concentration, est très grande, est très, très basse. Mais la concentration varie beaucoup plus vite quand tu arrives proche du pH. Puis encore une fois, ça va lentement parce que là, tu es rendu à un point saturé. C'est comme si l'équilibre est trop sur un côté. Alors, vous allez voir toujours quelque chose, une courbe comme ça. Puis bien sûr, ça ici, ça va être le point de neutralisation. C'est où on atteint un pH de 7. Okay? De temps en temps, dans les tableaux, vous voyez, vous allez avoir, c'est dans certaines situations, vous allez voir quelque chose comme ça. Une petite zone qui est plate. Ça, c'est une zone de tampon, c'est-à-dire qu'il y a des fois des réactions que la réaction inverse va se passer pour garder le pH à un certain niveau constant. Puis quand ces concentrations-là sont trop élevées, bien là, ça va juste continuer à faire comme ça le faisait. Donc, des zones de tampon, c'est juste une zone où le pH ne change pas vraiment. Mais le point d'équivalence va toujours être où que le pH varie très, très, très vite, très dans le milieu. Okay. Alors, ça, c'est juste un peu une idée. On va continuer à la page 13. Est-ce qu'on se souvient de l'indicateur que j'avais utilisé lors du labo pour déterminer le pH? Okay. Alors, la section 6.3, on parle des différents indicateurs. Okay. Puis ça, c'est juste les produits qu'on peut mettre dans une substance afin de déterminer le pH. Okay. On en a 4 comme exemple ici, mais il y en a d'autres dans le manuel, puis dans toutes sortes d'autres livres. Ça, c'est les 4 principales. On en a le bleu de bromothymol. Puis le bleu de bromothymol, lui, change entre 6 et 7,6 de pH. Okay? Alors, quand c'est acide, ça va être jaune. Quand ça va être bleu, quand ça va être basique, ça va être bleu. Okay? Et puis quand ça va être entre les deux, ben, ça va être bleu. Ça va être entre les jaunes et bleus. Okay? Donc, regarde le rouge de phénol, puis ça, c'est celui-là que. Nous autres, on utilise aucun de ceux-là. Nous autres, on utilise l'indigo rouge de. Pour base. C'est un autre. En tout cas, on a utilisé un autre indicateur. Alors, je vais aller chercher. Nous autres, on utilise le rouge de phénol. Okay. Ah, il est là. Rouge de phénol. On utilise le deuxième. Dans la zone basique, ça dit. C'est supposé être rouge. C'est pas ça qu'on a utilisé. Le rouge était pour l'acide. Oh oui. Puis après ça, en tout cas. Un autre qu'on peut utiliser, c'est l'indicateur universel qui n'est pas dans la liste. L'indicateur universel, lui, a 14 couleurs différentes. Alors lui, il est universel, il va trouver toutes les pH. Tandis que les autres, ils réagissent, ils sont 2 couleurs, puis ils ont juste une couleur de transition. Alors, tu as 3 états qui peuvent être. Puis ils vont tous avoir des différents temps où ils vont changer. Alors, si tu as besoin de quelque chose qui a une acidité entre 3 et 4,7, ben, tu vas utiliser le bleu de bromophénol. Si tu as besoin que ça soit entre 6,4 et 8, ben, tu peux utiliser le rouge de phénol. Si tu veux que ça soit encore plus précis, c'est le bleu de bromothymol et ainsi de suite. Donc, tu as plusieurs indicateurs, puis ça te donne un peu les idées de comment s'en servir. On va parler dans comment fonctionne un indicateur au niveau moléculaire, mais c'est des substances super utiles. Quand vous êtes parti, j'ai réussi à faire
une nouvelle vache de NaOH, puis j'ai neutralisé mon gros. J'ai mis, en fait, j'ai mis mon gros bécher sur ça avec un agitateur automatique. Puis c'est allé vraiment vite. Puis je l'ai testé, mon pH, c'est exactement 7. Puis j'ai même testé, j'ai mon pH mètre électronique. Je l'ai mis là, puis boum, 7. Ça, j'ai pas besoin de vos yeux. Alors, on doit parler de la constante de dissociation d'acide. C'est la prochaine grosse chose, le prochain grand calcul. Okay. On a trouvé la constante de dissociation de l'eau. Okay. On sait que la constante de dissociation de l'eau correspond à quoi? H. Concentration H3O plus H. OH moule. Qui devrait égaler 1 fois 10 puissance moins 14. Okay. Ça sous-entend qu'on a de l'eau. Oui. C'est quoi la condition pour l'eau? Qu'est-ce qu'on a besoin par rapport aux deux concentrations par rapport à l'eau? Est-ce que ça va être pareil? Doit être égal, n'est-ce pas? Ils doivent être égales pour que ça donne ça, quand on a une situation avec de l'eau. Alors là, on va travailler avec une nouvelle constante qu'on va appeler la constante de dissociation de l'acide. Puis on va l'appeler Ka, constante de l'acide. Okay. Et maintenant, avant de trop aller dans la formule pour ça, on va retourner, puis on va penser à la formule générale. La formule générale, on commence toujours avec un acide et on a l'acide va toujours avoir un hydrogène en plus. N'est-ce pas? On va commencer avec un hydrogène. Alors dans ce cas-ci, disons qu'on prend du HCl, exemple. L'acide, c'est du HCl. Puis l'acide a un H de plus pour créer un H3 de plus. Si je prends un acide puis je la mets dans l'eau, okay, ce qu'on veut savoir, c'est comment bon est-ce que l'acide est se dissocier dans l'eau. Puis ça va se créer un acide fort dans l'eau ou un acide faible. Ça, c'est un peu la question qu'on se demande avec la constante de dissociation de l'acide. Ça va nous permettre de savoir si c'est un acide fort ou un acide faible. Donc, si je prends du HCl, puis j'ajoute de l'eau, okay, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce H+ va se dissocier, va se décoller de sa molécule de HCl, et je vais finir avec une molécule de H3O+, parce que ce H+ est allé s'accrocher à l'eau. Et je vais finir avec mon acide qui manque de H+, avec un acide négatif. Okay? Alors ça, c'est la formule générale de dissociation d'un acide. Ça, c'est quand tu prends un acide, tu le mets dans l'eau. Combien de temps? Il reste 1 minute. 5 minutes? 7. 7 minutes. Okay. Laisse-moi savoir quand je suis proche de 1. Ok. Okay. Alors, cette formule-là, on peut la placer dans l'équilibre parce qu'on se souvient, un acide, c'est simplement une situation spécifique d'un équilibre. Alors, on va utiliser la formule de l'équilibre, la constante de l'équilibre. Et on se souvient bien, c'est ces concentrations ici, n'est-ce pas, des produits. Donc, concentration de H3O+, et la concentration de l'acide négatif, divisé par concentration de l'acide avec le H+, et la concentration de l'eau. Maintenant, disons que je veux savoir, ça c'est pour l'équilibre, quand on dilue des situations dans l'eau, la constante de l'eau, KO, ne change jamais. C'est dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer l'eau parce qu'on veut juste travailler avec les acides. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va modifier notre formule, puis je ne vais pas aller dans tous les détails pour ça parce que je veux sauver du temps avec vous autres. C'est que si on élimine l'eau ici, okay, on va pas être capable d'utiliser la constante d'équilibre. Ça va être une nouvelle constante qu'on va appeler
la constante de dissociation de l'acide. Okay? Parce que là, on a juste à regarder aux concentrations d'acide. La concentration d'eau ne va pas affecter l'acide en tant que tel. Oui, mais en tout cas, concentration d'eau ne va pas changer. Ça va juste passer de l'eau. Ces concentrations-là sont les plus importantes pour tout ça. Mais on a les vraies molécules aussi. H3O. Ça reste- Non, ça c'est un acide, ça. Ça c'est important. Ça c'est l'acide comme tel. Inquiète-toi pas comment je me suis rendu là pour ça. Okay? Je sais que c'est un peu bizarre, mais on peut se rendre dans certaines circonstances. Maintenant, vous avez votre livre de chimie. J'aimerais ça vous allez à la page 597. Ça, c'est presque à la fin. Puis vous allez avoir un tableau là. OK? Le tableau E9. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi le titre du tableau? En fait, 500 quoi, ça? 597. 597? Page 597. Ah, j'ai pas ça. 97. Ah, attends. Ça fait à la fin de ton livre. Le tableau E9. Qu'est-ce que ça dit comme titre? Désionisation des acides. Constante d'ionisation des acides. Ça, c'est des constantes qui ont été déterminées pour tous les acides qui se retrouvent dans cette liste. Okay? Alors, si on regarde, on a la valeur de Ka dans la dernière colonne à la droite. Puis ici, on a les noms des acides. On a la formule pour l'acide. Alors, la formule pour l'acide serait laquelle des trois ici? Celle-là. HA. La base conjuguée serait A. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le H+, lui, c'est comment fort est-ce que l'acide va être. La constante va dépendre par la force que cet acide-là donne son H+. Okay? Alors, si lui donne son H+, de façon facile, ben son acide va être plus fort. Si le HA ou la base veut garder, ne veut pas donner son proton, ben là, tu vas avoir une base faible, un acide faible. Okay? Alors, c'est ça qu'on cherche avec la constante de dissociation, c'est où est l'équilibre par rapport à l'acide qui veut donner son proton. Okay? Puis vous allez voir, il y a différentes constantes ici dans le tableau. Ce tableau, vous allez y faire référence assez souvent, alors peut-être mettre un post-it note. Vous avez aussi une liste de constantes de dissociation d'acide dans votre examen prototype. Qui est à la page III. Your III. 3I. Okay? Page 3. Ça, c'est tout des autres constantes. Ils devraient être pareils. Okay? Mais quand vous allez faire vos exercices dans le manuel, je vous suggère de prendre les valeurs dans le manuel parce que là, ça va pas induire des erreurs. Je ne les ai pas toutes vérifiées, mais je m'imagine qu'ils doivent être pareils. Ils devraient, en tout cas. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, si j'ai une constante de dissociation d'acide, okay, qui est entre, et je vais le réécrire, si j'ai ça qui est entre, Il reste 1 minute. OK, tu peux le teindre, on va le recommencer après.